Enregistrement. Bonjour à tous, voilà, donc on va faire les cours sur les entorses de genoux qui s'adressent aux médecins rééducateurs, aux internes en médecine du sport, aux médecins qui s'occupent de la médecine du sport, aux kinésithérapeutes, à d'autres rééducateurs. Je suis Bruno Le Marchand, je suis médecin rééducateur et médecin du sport, responsable de l'unité fonctionnelle de médecine du sport du CHU de La Réunion. Du coup, je vais avoir une vision un peu rééducative des choses. Et on va parler donc des entorses de genoux. Si on parle d'entorse, on parle de lésions ligamentaires. Les ligaments dans les articulations, du coup, sont soit intra-articulaires, ils peuvent être intracapsulaires, ils peuvent être extra-articulaires, capsulaires ou extracapsulaires. Et du coup, une lésion ligamentaire définit une entorse. Les ligaments ont un rôle de maintien et sont des éléments de stabilité passive, bien sûr. Les éléments actifs vont être plutôt le système neuromusculaire. Ils ont une certaine résistance à la traction. Du coup, on comprend bien d'un point de vue biomécanique que plus on étire un ligament, d'abord il va s'étirer, il va avoir une certaine résistance par viscoélasticité. Ensuite, on aura une rupture partielle, et à l'image des tendons, ensuite une rupture complète. Et du coup, la résistance à la traction est fonction de l'angle de traction, de l'immobilisation, qui est néfaste pour la solidité ligamentaire aussi. Et ça a été extrêmement bien étudié dans le ligament croisé parce que les chirurgiens l'opèrent et ils s'intéressent parce que eux, les chirurgiens, ils veulent reconstruire la stabilité biomécanique passive et ils aiment bien avoir une résistance qui est supérieure à la résistance ligamentaire. Mais nous, rééducateurs, on va bien savoir qu'il n'y a pas que le ligament qui joue un rôle dans la stabilisation de l'articulation, surtout pendant le geste sportif. Et une fois que le tendon est lésé, il y aura encore une fois une phase initiale inflammatoire, puis une phase de réparation et enfin une phase de remodelage. Alors, ce qu'il faut intégrer tout de suite, c'est que si on comprend que le ligament est un élément de stabilité passif, il s'intègre dans tout un système de proprioception. Et le problème, ça va être, si on veut, l'instabilité. Et les éléments de stabilité vont comprendre certes les ligaments et les autres structures passives, la forme des os, les maintiens même musculo-tendineux, et la stabilité active, surtout neuromusculaire. Et comment est-ce que ça va marcher? Du coup, ce sont des mécanismes nerveux. Et dans ces structures, pour réguler la proprioception, il va y avoir des mécanorécepteurs, alors qu'on a appris pendant nos études. Donc, dans les tendons et les muscles, il y a les fuseaux neuromusculaires qui nous renseignent sur la variation de longueur du muscle. Il y a les organes tendineux de Golgi qui renseignent sur la variabilité de tension sur les jonctions myotendineuses. Et dans la peau et dans les articulations, donc notamment dans les ligaments et dans les capsules, et puis autour des ménisques, des bourrelets, des bourses, il y a des récepteurs, alors on se souvient un peu des noms, on ne sait pas bien les écrire, Ruffini, Pacini et terminaisons nerveuses libres, qui renseignent sur la vitesse, l'accélération et la position articulaire. Et après, toute la proprioception va avoir des intégrations sous-corticales, puis même corticales, avec les systèmes visuels, le système proprioceptif. Et voilà, ça va coordonner du coup la posture et le geste. Et quand on se fait une entorse, on détruit les ligaments et du coup, on détruit les mécanorécepteurs. Et du coup, restituer en fait une intégrité de résistance mécanique ne va pas restituer le système nerveux. Et c'est tout l'enjeu de la rééducation, c'est de prendre en compte l'ensemble du système et pas résumer une atteinte ligamentaire en fait à une atteinte biomécanique ligamentaire. Les entorses, puisqu'on va parler d'ensemble des entorses, pourquoi on va dire j'aborde que le genou et la cheville? On va faire, pour ne pas être exhaustif, mais un peu essayer de résumer ce qu'il y a comme ligament et entorse dans le corps humain. Bon, au niveau de la hanche, on peut dire que ça n'existe pas. Au niveau du genou, on va en parler, il y a le pivot central, le ligament croisé antérieur, qu'on va prendre comme modèle parce qu'il est le plus fréquent et le plus étudié. Le ligament croisé postérieur, on va l'étudier.
le ligament latéral interne, qu'on va pouvoir rattacher un peu aux entorses de cheville, puisqu'il va être pas chirurgical, une atteinte du ligament latéral interne, simple. Dans les entorses de cheville, on a une atteinte surtout du ligament collatéral latéral. Et on aura d'autres types d'atteintes qui vont être des diagnostics un peu différentiels, on peut dire ça comme ça, ou d'autres types de ligaments qu'on verra dans le deuxième topo, surtout le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, et puis les atteintes de Chopard, Lisfranc, voilà. Au niveau du membre sup, du coup, les entorses acromioclaviculaires, mais bon, en gros, on va voir quel grade ça a, plus ou moins immobilisé. La rééducation n'a pas une place primordiale là-dedans, c'est pour ça que j'en fais pas un topo. Sur l'articulation gléno-humérale, c'est surtout des luxations, c'est le problème de luxation d'épaule plus que d'entorse, même si là-dedans, le système capsulo-ligamentaire peut être atteint. Au niveau du coude, on a des atteintes du ligament latéral interne qui sont bien décrites, mais qui concernent surtout des sports qu'on rencontre peu à La Réunion et même en Europe, puisque c'est surtout foot américain, c'est baseball et foot américain. Nous, on en a un peu dans les sports de combat, etc. Mais bon, la rééducation en s'inspirant du moment, bon, n'a pas de choses extrêmement particulières, extrêmement bien étudiées. Au niveau du poignet, alors on a des douleurs, peut-être plutôt même d'hyperutilisation. C'est une pathologie assez complexe, justement des lésions du complexe triangulaire fibrocartilagineux, qu'on appelle TFCC. C'est entre un ménisque et une atteinte ligamentaire. Au niveau de la main, on a des entorses du carpe et puis des doigts, mais qui ont pour traitement principalement une immobilisation à un certain délai. Les doigts, c'est particulier. Et la rééducation, c'est pas vraiment la rééducation d'entorse. Donc, on va commencer par le genou. Alors, les entorses concernent tout niveau, tout sport, et encore une fois, dans l'épidémiologie, il n'y a rien de spécialement surprenant. Les atteintes correspondent à peu près là où il y a des sollicitations mécaniques qui varient selon les sports. Et c'est une des pathologies les plus fréquentes en sport. Les entorses du genou. Bon. Très rapide rappel anatomique. Au niveau osseux, le fémur au niveau de la cuisse, le tibia au niveau de la jambe, la fibula qui ne s'articule pas au niveau de l'articulation fémoro-tibiale, les ménisques qui ont un rôle de stabilisation passif et actif, on l'a vu la semaine dernière. En intra-articulaire, on a le pivot central avec le ligament croisé antérieur qui s'enroule autour du ligament croisé postérieur, et puis les ligaments collatéraux, le ligament collatéral médial, qui, bon, au niveau très très anatomique, puisque c'est le sujet de cette diapo, a un faisceau superficiel fémoro-tibial et un faisceau profond fémoro-méniscal et méniscotibial, et le ligament latéral externe qui n'est lésé que dans de graves atteintes qui atteignent le plus souvent d'abord le pivot central, puis le point d'angle postéro-externe et qui touche le ligament latéral externe. Donc, on ne l'a pas de manière isolée. C'est pour ça qu'on ne le décrira pas de manière isolée. Le ligament collatéral atteint, c'est le LCI. Le LCA, du coup, le ligament croisé antérieur, qu'on va décrire, qui est très, très particulier dans le genou. Il a une prise en charge très, très particulière. Il intervient du coup dans la stabilité tridimensionnelle du genou, donc avec une stabilisation d'origine passive, mais la stabilisation dépend aussi de paramètres du coup neuromusculaires. Comme je viens de le dire, l'appareil ligamentaire du genou intervient par sa résistance mécanique, ok, mais aussi par ses mécanorécepteurs. La rupture du ligament croisé antérieur, les stats sont un peu vieilles, mais c'est pour vous faire une idée. Il y a à peu près plus de 35 000 plastiques du LCR en 2006. 65% sont imputables à la pratique sportive, donc on est là dans la traumato du sport. Les facteurs de risque clairs, connus, voilà, c'est le sexe féminin, le statut hormonal, des particularités morphologiques, anatomiques ont été bien décrites, des facteurs génétiques, les antécédents traumatiques, alors ça notamment, le premier facteur de risque, ça va être l'antécédent de rupture de ligament croisé, controlatéral ou homolatéral, les facteurs neuromusculaires, environnementaux, le sport
et le niveau de compétition. Les sports pivot-contact sont plus à risque que les sports pivots qui sont plus à risque que les sports en ligne. Et plus le niveau de compétition est élevé, plus c'est un risque. Même le poste, les attaquants sont plus à risque en foot, par exemple, que les défenseurs. Les pivots en handball sont plus à risque que les autres postes. Du coup, le type et le niveau sportif. Tout de suite, si on opère, on n'est pas obligé d'opérer. Voilà. Il n'y a pas de supériorité vraiment d'une technique par rapport à une autre. Laquelle est le mieux? Il n'y a pas de mieux. Il y a des différences qu'on peut un peu décrire, notamment de rééducation initiale. Voilà. Alors, bon, il y a deux grosses techniques que je peux décrire dès maintenant. Est-ce que j'ai une petite image? Voilà. Donc, il y a les autogreffes. Alors, soit on prend le tendon rotulien, donc on prend le tiers médian du tendon rotulien avec une partie osseuse de la patella, une partie du tibia. Du coup, on en extrait, si vous voulez, le transplant qu'on met à la place du ligament croisé antérieur. Du coup, c'est la greffe technique dite de Kenneth-Jones ou TLTR, le transplant libre au tendon rotulien. La deuxième grosse technique à connaître, c'était le DIDT, donc droit interne demi-tendineux. On prend le tendon distal du droit interne demi-tendineux qu'on plie en fait en deux et du coup pour avoir une bonne résistance mécanique et qu'on met à la place. Maintenant, on a décrit du coup le DT4, on prend que le demi-tendineux et on le plie en quatre. Voilà, et on en a parlé, le transplant au fascialata, il était fait de manière isolée, maintenant on ne le fait pas de manière isolée, mais quand il y a un ressaut externe dit explosif, certains chirurgiens, on en a parlé un peu la semaine dernière, l'utilisent et le rajoutent en fait à leur ligamentoplastie pour éviter le ressaut explosif. Voilà les principales techniques. Il y a d'autres techniques bien sûr, il y en aura de multiples, elles vont encore évoluer sûrement au cours du temps. Et après, du coup, se discute un geste méniscal. On en avait discuté un peu la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, le sujet du topo, c'était vraiment lésion méniscale isolée. Mais du coup, c'est une lésion méniscale avec une rupture du ligament croisé. Le chirurgien va opérer ou ne pas opérer. Et cartilagineux, bon, lésions cartilagineuses peuvent rarement s'opérer. Bon, c'est très, très discuté. Il peut plus ou moins y avoir un geste à ce niveau-là. Voilà pour la chirurgie. Du coup, il y a des techniques. Il n'y a pas de supériorité d'une technique par rapport à une autre. Là, ça va être de l'ordre de chirurgien. De toute façon, si vraiment je m'adresse à des médecins éducateurs et kinés, je ne pense pas qu'un kiné puisse s'adresser au chirurgien en disant bonjour, merci de préférer cette technique. Il faut savoir quand même que, bon, comme toute chirurgie, il y a une courbe d'apprentissage et plus on en fait, meilleurs sont les résultats. Donc, envoyez-le au chirurgien et ça va être de l'ordre de chirurgien de choisir sa technique et de choisir son geste. Ça vaut le coup d'avoir une idée avant. D'ici à pouvoir conseiller les chirurgiens, je pense qu'il faut d'abord devenir chirurgien. Qui opère-t-on? Pas tout le monde. Alors, certainement pas tout le monde. Notamment chez le sportif et le sportif pivot-contact. Alors, les enfants, c'est particulier. La rééducation, c'est très, très compliqué chez les enfants. Est-ce que ça sert? Ça peut être discuté aussi. Il y a un risque de rupture, mais il y a un risque chirurgical, notamment si on touche les cartilages de croissance. Mais il y a des techniques chirurgicales faites par les chirurgiens infantiles spécialisés qui permettent de ne pas toucher au cartilage de croissance. Et là, c'est une question à part entière. À partir de quand est-ce qu'on opère? Doit-on opérer? Peut-on opérer? À qui est-ce qu'on s'adresse? Donc là, ça nécessite une communication entre spécialistes, rééducateurs et chirurgiens et de bien voir ce que l'enfant veut faire. On va atteindre une certaine maturité, même si elle n'est pas obligée d'être complète du cartilage de croissance, puis pouvoir, si besoin, opérer sans trop léser les cartilages de croissance. Les meilleurs des chirurgiens expliquent qu'ils ont des très bonnes techniques qui n'altèrent pas les cartilages de croissance, mais au niveau épidémiologique, quand on regarde, il y a beaucoup de chirurgies qui ont été faites avec encore des altérations du cartilage de croissance. Du coup, le bon chirurgien va vous dire qu'il ne les altère pas, mais il faut quand même réfléchir à la question. Chez l'adulte, on peut faire un traitement chirurgical ou bien un traitement dit orthofonctionnel. Alors, le gros problème en pratique, c'est que souvent, quand on dit on n'opère pas, on ne fait rien. Et ça, ce n'est pas génial du tout. Parce que du coup, quand on ne fait rien, il faudrait se donner les moyens de faire une rééducation quasi similaire à ce qu'on fait quand on a de la chirurgie. On va se passer en fait des désordres post-chirurgicaux immédiats
et pouvoir aborder, on va dire, la rééducation intensive ou la réathlétisation assez rapidement. Et du coup, on va gagner un peu de temps, mais il faut vraiment se donner les moyens de faire une bonne rééducation et on va aboutir à des résultats, on va le voir, quasiment similaires sans avoir à opérer. Du coup, on a peut-être un peu moins de béquilles dans le traitement rééducatif. On va reprendre un peu plus précocement la rééducation, le travail et le sport, avec d'abord des sports dans l'axe, puis pivot contact. Donc les deux se discutent. Quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre? Ah voilà. On opère, bon, s'il y a des lésions sévères, une lésion en anse de saut, des fractures chondrales, des atteintes structurelles majeures, ligamentaires périphériques. Le sportif professionnel, en général, on a tendance à l'opérer, ça nous évite de réfléchir, c'est à peu près l'argument. Les professions à risque, du coup, il ne va pas falloir qu'ils soient instables ou qu'ils tombent, par exemple, quand ils travaillent dans les chantiers, etc. On a tendance à les opérer. Et chez le sportif, ou alors en cas d'échec du traitement rééducatif. Donc, on peut tenter le traitement rééducatif. Si ça ne marche pas, il y a une instabilité persistante, et bien, du coup, on pourra aboutir à un traitement chirurgical. Quand est-ce qu'on opère? On sait que les résultats à chirurgie à 1 mois sont moins bons que les chirurgies à 3 mois. Du coup, on se donne du temps avant d'opérer, même si on perd du temps au niveau sportif. La semaine dernière, les chirurgiens nous disaient qu'en fait, on pouvait opérer les sportifs professionnels la toute première semaine, quand la décision avait été prise avant même de se pencher sur la clinique en raison de leur profession. Et le score de Marx est intéressant pour préciser l'indication chirurgicale. Un Marx supérieur à 12 nous conduit à la chirurgie. En gros, c'est quand on fait plus de 2 ou 3 fois par semaine des gestes qui comprennent de la course intensive, des pivots, des accélérations ou des changements de direction importants. Et quand on fait ces 4 gestes, par exemple, si on fait course rapide, 2 ou 3 fois par semaine, on a un score de 3. Au moins une fois par semaine, on a un score de 2. Jamais on a 0. Du coup, on additionne. Et du coup, quand on a 3 plus 3 plus 3 plus 3, du coup, on a 12. C'est quand 3 fois par semaine, on a ce type de geste. Et là, on opère. Donc, du vélo, par exemple, même professionnel, il va avoir un score de Marx s'il fait du footing une fois par semaine à 2 ou 3. Et du coup, on n'opère pas. Et quelqu'un qui fait du foot, en gros, tous les jours, 6 jours sur 7, et du coup, il va avoir un score à 16. Du coup, on peut l'opérer. Les techniques chirurgicales, j'en ai parlé. Alors, est-ce qu'on opère ou on n'opère pas? Alors, une des plus grosses études qui avait été faite date déjà de 2010, d'une dizaine d'années, où ils avaient comparé rééducation et ligamentoplastie juste après la chirurgie, ou alors rééducation. Et puis du coup, s'il y avait une instabilité persistante, ils les opéraient. Donc c'était des sportifs qui faisaient des sports pivot contact au moins au niveau amateur, jusqu'à Tegner 9, c'est semi-pro dans le foot. Et du coup, ils avaient rééduqué tous très très bien avec travail de la force musculaire, travail de proprioception. Les chirurgiens étaient des bons chirurgiens. Voilà, au moins 40 ligamentoplasties par an, moitié-moitié. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Hop, je regarde, voilà. Du coup, on est là. Ça, c'est le suivi et le score fonctionnel au suivi. Ça, c'est le groupe avec le rond bleu, chirurgie précoce. Avec le triangle orange, c'est rééducation et reconstruction si besoin. Et du coup, le score fonctionnel était relativement similaire. Du coup, l'attitude rééducation et on opère s'il y a besoin. Et un mois aussi bon. Et du coup, quand on sépare le groupe que rééducation, du coup, qui n'a pas besoin de chirurgie, du coup, il va bien. Hop. Le groupe rééducation et chirurgie précoce, et du coup, d'abord, comme il se fait opérer, il ne va pas très bien, et puis après, il rejoint le même groupe. Et le groupe, en moyenne, rééducation, et comme il n'allait pas bien, il se fait opérer. D'abord, on tente la rééducation, il va bien, mais bon, il se fait opérer parce qu'il ne va pas génial. Hop, ça rebaisse, mais à la fin, un suivi à 2 ans, on a à peu près pareil. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et il ne faut plus en avoir peur maintenant. Et ils ont eu, quand on regarde tout, il n'y a pas eu d'effet indésirable plus important.
Et puis en tout, voilà, il y a eu 23 ligamentoplasties après le traumatisme, sachant qu'ils étaient 60 dans chaque groupe. Du coup, en gros, si on prend 60 personnes, on leur fait de la rééducation, il y en a une petite moitié qui va devoir se faire opérer, on peut dire ça comme ça. Il y a eu une étude du coup qui était faite encore en 2020 où on voit que il y a peu de différence en fait entre les deux groupes. Voilà, alors quand on fait une revue de la littérature sur l'ensemble des études qui ont comparé chirurgie versus rééducation puis chirurgie. Globalement, on voit que quand la chirurgie est bien faite, nous dit l'auteur, la chirurgie rapporte de meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence vraiment entre les deux, mais l'auteur de cet article qui était chirurgien pense que si on opère très très bien, ça va être un peu mieux. Inversement, quand la laxité post-opératoire n'était pas très satisfaisante dans le groupe chirurgie, il n'y avait pas de différence. Dans l'étude que je viens de vous décrire, où il y a le taux de reprise chirurgicale qui est de 50% après 5 ans, c'est le plus important. Il y en a avec le traitement rééducatif, pareil avec des sports contacts qui rapportent un taux de chirurgie après un traitement rééducatif de 0% à 10 ans. Donc en gros, quand on fait le traitement rééducatif, il y a moins d'une moitié de personnes qui va nécessiter de la rééducation. Donc voilà, clairement le traitement conservateur, c'est une option non inférieure à la chirurgie. Et en moyenne, le traitement rééducatif, c'est un échec dans 20% des cas. Dans l'étude que je viens de décrire, je vais décrire le protocole de rééducation qui est assez simple en fait et qui donne en fait 4 niveaux qui doivent être atteints avant, enfin où il y a des évaluations qui permettent de vérifier qu'on puisse passer au niveau supérieur. Donc le but doit être atteint avant de passer au niveau suivant. Les intervalles de temps en fait sont suggérés, mais en fait varient en fonction de la personne et varient en fonction de leurs évaluations. Et du coup, c'est sûr que quand on opère, on va peut-être aller un peu plus lentement que quand on fait que de la rééducation sans avoir opéré. S'il y a des douleurs, du gonflement et de l'inconfort, on va un peu moins vite. Et les exercices, voilà, on peut. Oh, bah, du coup, c'est des gros schémas. Du coup, c'était juste pour vous préciser que c'était par étapes. D'abord, travail des amplitudes, travail de renforcement et un peu de proprio isométrique, travail de renforcement musculaire et neuromusculaire des fessiers, du quadriceps, étirement, travail un peu plus important, travail de proprioception, travail de renforcement fessier, moyen fessier encore une fois. Après, on augmente un petit peu les sollicitations avec des fentes, des squats, on commence à augmenter les amplitudes. On fait un travail qui commence à comprendre des charges, des gestes un peu plus complexes. On commence à faire un petit peu de plio, un peu plus d'intensité, etc. Quand on opère, il va falloir bien sûr respecter des contraintes mécaniques qui ont été bien établies, puisque quand on fait un tiroir antérieur, il va falloir s'attacher à ne pas rompre le transplant. Et du coup, ce qui se passe au niveau des ancrages osseux, au tout début, du coup, dans les 3 premières semaines, il y a une diminution de la résistance et puis après, globalement, après 2-3 mois, les ancrages osseux vont être très résistants. Au niveau du transplant lui-même, alors qui était un tendon, si on prend le tendon rotulien ou les ischios, d'abord, il va y avoir une nécrose avasculaire du transplant, c'est-à-dire qu'en gros, il va mourir en gardant un peu la trame. Il va être extrêmement peu résistant.
Et à partir de 3 mois, la résistance va réaugmenter. Du coup, pendant ces 3 mois, on va être extrêmement prudent après la chirurgie parce que le transplant est extrêmement fragile. Et après, entre 3 mois et 1 an, la solidité va réaugmenter. Quand on travaille et qu'on fait du renforcement musculaire, puisque ça va être une des principales choses, alors on renforce les fessiers, en gros, il n'y a pas trop de contre-indications. Quand on travaille le quadriceps, les ischio-jambiers, il n'y a pas trop de contre-indications. Si on a prélevé, on a fait un DIDT au début, pendant les 6 premières semaines, on ne va pas en augmenter progressivement les charges sur les ischio-jambiers. Si on a fait un transplant libre au tendon rotulien, il n'y aura pas de contre-indication à travailler les ischio-jambiers. Et quand on a fait une ligamentoplastie, si on fait du renforcement en chaîne cinétique ouverte avec une charge distale, on va provoquer un tiroir antérieur qui va donner de fortes contraintes au niveau fémoro-patellaire, mais surtout au niveau du transplant. Alors, ça dépend en effet de l'angle. À 90 degrés de flexion, vous voyez qu'il y a moins de contraintes qu'à 0 degré de flexion. Mais en gros, on pourra dire de manière assez simple que c'est contre-indiqué. Mais par contre, si on met la charge proximale, comme là, on va quand même diminuer les contraintes. Du coup, en tout cas, si on fait du renforcement en chaîne cinétique ouverte du quadriceps, on va toujours mettre la charge au niveau proximal et on va quand même prendre garde au secteur d'amplitude de travail qu'on va quand même pouvoir augmenter au fil de la rééducation, mais de manière vraiment très prudente et très, très supervisée. Inversement, si on fait en chaîne cinétique fermée, comme des fentes ou de squat ou de la presse, les contraintes sur le LCA vont être très, très faibles, quel que soit le niveau de flexion du genou. Donc, au début, on ne va pas hésiter pour renforcer le quadriceps, en fait, à faire de la chaîne cinétique fermée. Et en fin de, du coup, lorsqu'on va faire de la réathlétisation, on va pouvoir faire de la chaîne cinétique ouverte de manière très, très surveillée. Voilà, donc ça, il va falloir faire attention. Et du coup, les phases de rééducation, on peut appeler réveil musculaire, récupération d'une vie non sportive normale, consolidation, puis réathlétisation. Ce qui est décrit, par exemple, dans les 23e entretiens de MPR en 2005, il décrivait un schéma classique où on reprend à peu près à 6 mois, un schéma accéléré où on prend au 4e mois. Il n'y a pas vraiment de consensus. Il y en a qui peuvent aller peut-être vite, mais globalement, statistiquement, même à la reprise entre le 6e mois et le 7e mois, il y a beaucoup plus de dégâts déjà au 6e mois qu'au 7e. Ça ressort de manière statistiquement très, très significative. Donc, même si certains peuvent aller bien avec des protocoles dits accélérés, la plupart du temps, il faut beaucoup de temps et de toute façon, il y aura quand même pas mal de séquelles et c'est souvent très, 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 très loin. Dans plus de la moitié des cas, ça va prendre 9 mois à 1 an et il y aura quand même des taux avec des séquelles importantes dans un gros pourcentage de cas. Sur le traitement fonctionnel, à peu près le même type de choses. Des protocoles de rééducation connus. Il ne faut pas que ça gonfle. Les anti-inflammatoires, ça se discute en cours courte. Quand vraiment il y a un gonflement, ça peut permettre de passer un cap. On fait une décharge partielle et une remise en charge. D'abord, on travaille les amplitudes avec des postures de l'arthromoteur, des mobilisations, du travail excentrique, je viens d'en parler à visée en amplitude. Le renforcement musculaire, d'abord à titre de réveil musculaire. Donc là, l'électrostimulation peut avoir sa place. Le travail isométrique, puis dynamique. Concentrique puis excentrique, plus ou moins sur isocinétisme. Et puis après, il faut une reprogrammation neuromusculaire en augmentation progressivement les contraintes. Quand on fait de la réathlétisation, par exemple à Cap-Breton, c'était l'exemple dit de renforcement. On fait du renforcement musculaire, de la préparation physique générale, des conseils d'hygiène de vie. Et du coup, on travaille en multidisciplinaire avec le médecin, le kiné, le préparateur physique. Tout le monde y a sa place. Et du coup, on fait un programme dit de réathlétisation. Quand on a des déficits d'amplitude, en effet, un travail excentrique très contrôlé avec faible charge, à faible vitesse et en amplitude protégée permet de récupérer facilement les amplitudes. Trucs et astuces. Et on va suivre le patient. Comment est-ce qu'on le suit d'un point de vue clinique? On regarde s'il a mal, si c'est gonflé, on regarde les amplitudes. On fait un test de proprio au cabinet.
On peut faire des tests isocinétiques si on en bénéficie. Ça nous permet de suivre la force musculaire, les ratios à quadriceps ischio-jambier, à vitesse rapide, à vitesse lente. De manière beaucoup plus simple et moins coûteuse, on peut faire des sauts monopodaux. Les sauts monopodaux, c'est des tests fonctionnels extrêmement simples qui permettent de renforcer notamment sur la force musculaire, qui sont corrélés à la force quadricipitale, hein. Donc, le plus utilisé, c'est le saut monopodal en longueur ou le saut monopodal en hauteur, avec des mesures qui sont faites soit simples, soit avec certains outils qui existent. Et du coup, on mesure versus le côté controlatéral. Mais comme peut-être, vu le déconditionnement, le côté même controlatéral a été un peu atteint, des fois, on aime bien céder des chiffres avant la blessure si on les avait, les tests dits pré-saison, ou alors les comparer à des sportifs qui seraient de la même catégorie avec le même niveau. Après, on fait des sports dits d'endurance, triple saut en longueur, saut croisé ou l'enchaînement de sauts sur 6 mètres chronométrés. Après, il y a des échelles fonctionnelles, donc des questionnaires, IKDC, Lisholm, Tegner, le KOS et puis d'autres types d'échelles. Alors, ça, c'est une étude qui étonnait les gens il y a quelques années, où ils ont fait aussi un score psychologique, l'ACL-RSI, qui sont des facteurs, des questions sur des facteurs motivationnels à la reprise du sport. Et ils voyaient que le meilleur critère de reprise sportive n'était pas les critères cliniques, ni même fonctionnels, ni rééducatifs, ni d'autres choses du dossier médical, ni franchement là, les lésions associées. Le principal score, c'était le score de motivation. Plus le sportif était motivé, plus il reprenait le sport en fait. Ensuite, le fait d'être masculin, d'être jeune et d'être compétiteur. C'était les principaux scores qui ressortaient pour la reprise du sport. Bon, ça, moi j'ai fait ma thèse en fait sur les tests fonctionnels en réathlétisation après rupture du ligament croisé, où j'avais étudié en fait la cinématique, donc en gros la vidéo, et la cinétique, donc en gros c'était avec un accéléromètre, c'est un peu ce qui se rapproche d'ondes de choc ou des plateformes de force, mais au niveau de l'accélérométrie. Et du coup, en suivant des paramètres cinématiques, mais c'est assez compliqué à mettre en place parce que là, c'est un système dit simple, mais ça imposait quand même des caméscopes mis à une certaine distance de manière très, très protocolisée. L'accéléromètre, c'était assez simple à utiliser. Mais j'en avais déduit, vous pouvez lire ma thèse ou mon mémoire de desk, des paramètres qui étaient corrélés à la reprise sportive, notamment la déficit de DCC, c'est-à-dire que ça, c'est le déplacement crânio-caudal, presque vertical, enfin c'est de haut en bas. Et là, par exemple, il prend appui sur le côté sain, il saute, il diminue. Là, c'est côté blessé, côté sain. Et cette différence de hauteur à la foulée entre le côté sain et le côté blessé prédisait la reprise sportive et le risque de récidive. C'était pareil, le saut monopodal en longueur et en hauteur avec des accéléromètres, même uniaxiaux, permettait de prédire la reprise sportive et c'était assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, après ligamentoplastie du genou, quand même, il y a un fort taux d'arrêt des sports les plus contraignants. Souvent, la durée de reprise est amputée, les performances sont diminuées et le taux de reprise, c'est entre 8 et 80%. Du coup, ça dépend certes des populations, mais en gros, la plupart des gens ne reprennent pas. Alors, en fait, pour avoir même passé ma thèse, bon, c'est de l'expérience personnelle, ce n'est pas une grande publication, et mon mémoire de thèse, je suis passé au CERSA Cap-Breton, j'avais 50 patients. En gros, il y a un tiers qui n'a pas repris, un tiers qui a repris, mais avec des douleurs supérieures à 3 et ou une fonction inférieure à 70%. Du coup, il y a un tiers qui n'a pas repris, un tiers qui n'allait pas bien, et un tiers qui allait bien, mais dans le tiers qui allait bien, donc je rappelle, un tiers au CERSA Cap-Breton, c'est quand même les meilleurs qui ont été opérés et rééduqués par les meilleurs, on peut dire ça comme ça. Il n'y a qu'un tiers qui avait des douleurs inférieures à 3 et des fonctions supérieures à 70%. Mais globalement, d'ailleurs, le meilleur sportif, il avait une EVA à 0,5 et une fonction à 95%. Donc, il y en a 0 qui avait aucune douleur et des fonctions à 100% quand même. Du coup, quand même, c'est pas on opère et ça va bien. Alors, le chirurgien dit que ça va bien, on comprend le chirurgien, il opère. Après, il n'a pas de récidive.
il y a une reprise du sport, il n'y a pas de laxité, bah pour lui, ça va bien. Il ne va pas faire une EVA, ni un test fonctionnel, ni viser 100%. Lui, sa chirurgie va bien, quoi. C'est comme une fracture, c'est plus cassé, il est content. Du coup, tous les chirurgiens vont dire, bah, ça va bien. Mais globalement, non. Par exemple, sur une étude sur 7000 patients, des sportifs compétiteurs de très bon niveau, on dit, voilà, il y a 2 tiers, si vous voulez, là, qui sont revenus à leur niveau antérieur. Et la reprise en compétition, c'était 55%, ouais. Donc, c'est pas beaucoup quand même. Il ne faut pas garantir n'importe quoi aux sportifs. En plus, après, il y a un risque de récidive qui est de l'ordre. D'ailleurs, je l'ai dans la. Ah oui, non, je l'ai à la fin. Donc, qui est extrêmement important. Du coup, ça va se discuter. On verra dans les diapos suivantes. Ouais, ils ont étudié ligamenteux versus tendon rotulien. Ça, c'est pas du tout sûr. Mais dans cette publication, ils disaient ça. Sur les critères de reprise sportive et de récidive au long terme, la force musculaire et les sauts monopodaux sont corrélés à la fonction à 2 ans et à 5 ans et à la reprise sportive. Donc, en gros, c'est des bons tests. Voilà. Les critères de reprise du sport donc, sont liés aux patients, aux activités physiques sportives, aux lésions associées, ça c'est sûr. Au délai, il faut le prendre en compte aussi. On ne va pas faire reprendre à 3 mois, c'est pas solide. Voilà. À l'état clinique, à la fonction, il faut qu'il aille bien. Il faut une bonne force musculaire et des bons tests monopodaux. Les recommandations européennes, c'est on peut reprendre le sport pivot contact en compétition quand sur les tests de force musculaire, on a 100%, on a 0% de déficit. Et il faut au moins 90% sur les tests fonctionnels, sous monopodaux en hauteur et en longueur. Sinon, le risque de récidive, qui est déjà extrêmement important, il va être majeur. Du coup, on ne reprend pas. Et sur les sports non pivot, non contact ou loisirs, donc la course à pied ou le vélo, il faut quand même une force musculaire à 90% et des sauts monopodaux à 90%. Donc, il nous faut vraiment ça pour reprendre. Donc, la rupture, c'est fréquent. Donc, ça dépend des études, mais bon, voilà, 3 à 49%. Ça dépend du sport, ça dépend du patient, ça dépend du niveau sportif, ça dépend du chirurgien, ça dépend de la rééducation, ça dépend des lésions associées. Voilà, et du coup, bon, à long terme, il peut y avoir des lésions méniscales aussi, et du coup, de l'arthrose, qui vont avec ça, c'est sûr. S'il y a une lésion méniscale, par exemple, en même temps que la lésion du ligament croisé, 10 ans après la rupture du LCA, on a 1/3 d'arthrose déjà. Et c'est des sujets jeunes. Quand on compare à 5 ans, du coup, ces 2 groupes que j'avais décrits au début, un groupe rééducation et chirurgie, si ça ne va pas bien, ou alors chirurgie précoce, globalement, on n'a pas de différence du coup du score fonctionnel à 1 an, à 2 ans et à 5 ans. Et on n'a pas de grosses différences au suivi à 5 ans sur l'arthrose radiographique, ni sur des atteintes lésionnelles graves. Ils ont fait des études du coup coût-efficacité de la ligamentoplastie, où ils considèrent qu'en fait faire une ligamentoplastie précoce n'est pas vraiment en faveur de la ligamentoplastie précoce parce que ça va engendrer un plus fort coût pour un bénéfice discutable. Bon, voilà, là, principalement, c'était pour insister sur le fait que le traitement rééducatif est une très bonne option. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, c'était pour les sélectionner de manière plus précise. Voilà pour les ruptures du ligament croisé antérieures. Pour les ruptures du ligament croisé postérieures, on fait un traitement conservateur le plus souvent. Il y a certaines techniques chirurgicales qui existent. Leur rééducation, elle est un peu, dire qu'elle est à l'envers, c'est discutable, mais voilà. Le ligament latéral interne, au début, on évite en fait les mouvements en valgus selon la gravité de la lésion. On va pouvoir s'inspirer en fait de l'entorse du ligament collatéral latéral de cheville.
Il y a peut-être deux complications à connaître, qui est le syndrome de Palmer, qui sont des douleurs un peu après la lésion, plutôt dans les 20 derniers degrés d'extension et en flexion. Et le Pellegrini-Stida, c'est des douleurs et des raideurs, plutôt à distance du traumatisme, avec plus ou moins une calcification qui apparaît au niveau de l'insertion haute du LLI. Voilà, et la reprise se fait au bout de 3-4 mois. Ça dépend de la gravité de la lésion. Les préventions, ça marche. Les programmes d'échauffement, j'en ai parlé un peu ce matin. Il y a pas mal de programmes d'échauffement type FIFA 11. Sur le FIFA 11, là, du coup, par exemple, pour la rupture du ligament croisé, ça va être des fentes et des squats monopodaux et des sauts, et puis un échauffement du coup articulaire, neuromusculaire adapté. Si on a des sportifs qui se sont fait en fait une rupture du ligament croisé, on va insister sur l'auto-rééducation qu'on va pouvoir faire avec toujours des fentes, des squats, du renforcement des fessiers. Et ça marche. Il y a des études qui ont été faites, ça permet de prévenir la récidive de rupture du ligament croisé et ça permet de prévenir même le premier épisode de rupture du ligament croisé. Du coup, prévention. La prévention, ça marche. Le traitement, on le met en place, mais on est un peu malheureux vu le risque de récidive, etc. et les risques d'arthrose à moyen et long terme. Du coup, clairement, il faut bétonner la prévention, vraiment. L'isocinétisme, c'était pour en parler. C'est un moyen d'évaluation de la force musculaire, puis c'est tout. On peut lui faire, on peut dire le compliment d'évaluer de manière très bonne la force musculaire en fonction du degré d'amplitude, en fonction de la vitesse pour chaque groupe musculaire, mais on peut lui faire le reproche de ne pas être fonctionnel et de ne pas évaluer le geste sportif. Voilà. Et du coup, on a quand même pas mal de paramètres, c'est intéressant, on peut se spécialiser là-dedans. Voilà, merci de votre attention. Voilà pour les rééducations, pour les entorses de genoux. Avez-vous des questions, des remarques, des choses? Du coup, quand un sujet jeune se fait une rupture ou une re-rupture après ligamentoplastie, est-ce que dans tous les cas, c'est bénéfique qu'il se fasse réopérer? Alors, on me demande est-ce que quand il y a une re-rupture, est-ce que c'est dans tous les cas bénéfique pour se faire opérer? De toute façon, chez le sujet jeune. Donc, je viens de dire que chez le sujet jeune, même sportif, on n'opère pas tout le monde. Du coup, quand il y a une récidive, on n'opère pas tout le monde. Ouais. Mais sur le bénéfice à long terme, c'est modèle. Quels sont les critères qui font qu'on opère ou qu'on opère pas? Exactement les mêmes que sur une première fois. Mais alors, du coup, quels sont les critères chirurgicaux? Donc, les critères, je vais les répéter. On peut se permettre d'opérer des sportifs qui ont soit des lésions importantes associées, une anse de saut, des lésions chondrales importantes, donc des lésions atomiques importantes. Si on a des activités professionnelles à risque, ou bien alors les sports pros, on les opère de manière systématique dans nos sociétés développées. On dit les pros, c'est son boulot, donc on opère. Et après, même dans des sports pivot-contact, voilà, on peut se permettre le traitement médico-rééducatif. Et quand il s'est rompu, ben, ça va être exactement les mêmes critères. Ouais. Est-ce que par exemple, si donc, sur une rupture, on fait un bon travail médico-rééducatif, est-ce que la personne va faire son sport, est-ce que s'il se déconditionne un peu, il y a un risque plus important d'arthrose, ou alors il faut vraiment qu'il reste toujours très très bien bonne condition? Donc s'il se déconditionne au niveau musculaire et cardiovasculaire ou neuromusculaire, est-ce qu'on est plus à risque d'arthrose? Ouais. Donc clairement, on est plus à risque de re-rupture. Clairement, par exemple, les programmes de prévention des blessures que je viens de te montrer, c'est moins 30 à 50% des échauffements 3 fois par semaine. C'est moins 30 à 50% de rupture du ligament croisé. Donc, s'il arrête les échauffements, il y a moins 30 à 50%. C'est un déconditionnement assez rapide. Du coup, au long terme, oui. Du coup, il est à risque de rupture du ligament croisé, donc il est à risque d'arthrose. S'il ne se fait pas de lésion méniscale et de rupture du ligament croisé, est-ce que être déconditionné, les microtraumatismes donnent de l'arthrose?
Il n'y a pas vraiment d'études, mais on ne va pas trop le conseiller de se déconditionner. Ouais. Clairement, il y a pas mal d'articles de médecins du sport qui disent à partir du moment où tu es rompu de ligament croisé, si tu fais du foot, tu as 20 ans, en gros 10 ans de compète, déjà 10 ans de compète, ton risque de récidive, il est majeur. S'il y a 10 fois plus de récidives déjà, alors qu'il y avait peut-être une chance sur deux, ça nous donne des risques majeurs de rupture. Et il y en a qui disent que c'est le rôle du médecin du sport de dire stop, on arrête le foot, quoi. Parce que si tu te romps, tu vas faire de l'arthrose. Si tu fais de l'arthrose à 40 ans, à la fin, ça peut être compliqué à faire du vélo, etc. Et du coup, franchement, on dit stop, quoi. Et ça peut être le rôle du médecin, ouais. C'est quoi le rôle du médecin? Est-ce que c'est de reprendre le sport ou est-ce que c'est viser la santé au long terme? Alors, en effet, peut-être qu'à 30 ans, il va se faire écraser par un train et du coup, il vaut mieux profiter de la vie, ça, j'en sais rien. Mais par contre, certainement, statistiquement en tout cas, il y a clairement un risque de jouer au foot, ouais. De jouer en foot en compétition. Et les programmes de prévention et le déconditionnement, ouais, je pense que clairement, on va limiter énormément les dégâts en s'entraînant. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font les meilleurs, le top 14, les D1. On les suit de très très près, ils font du renforcement avec de l'intensité, on augmente progressivement les charges, on les surveille, on les repose pile quand il faut, etc. Et ça nous permet de faire des sportifs où on diminue énormément le risque. Mais il y a toujours une partie des sportifs qui vont garder une force musculaire diminuée, une proprioception diminuée, ils ne vont pas pouvoir rejouer, parce que dès qu'ils rejouent, déjà, ils ont mal. Si on n'a pas les amplitudes, la force musculaire, la proprio, ça ne va pas marcher. Des fois, on n'y arrive pas. On se donne tous les moyens, on n'y arrive pas. Du coup, on réopère, on réfléchit, on fait ça. Et à la fin, mais quand on n'y arrive pas, ça arrive souvent. Il fait ce qu'il veut. Mais bon, je ne vais pas dire on finit à vélo, c'est caricatural. Mais des fois, c'est un peu le cas. Hein, voilà. Et peut-être tant mieux. Ouais, voilà, faut les réinvestir. Et voilà. Et après, quand on a tous les signaux au vert, je ne suis pas sûr que ce soit la majorité non plus. C'est assez rare d'avoir tous les signaux au vert ou des pas trop rouges. Eh bien, on fait en sorte que ça aille le mieux possible. Si on reprend les sports pivots, quand même, voilà. Mais il y a des gens chez qui ça se passe bien aussi, ouais. Mais oui, bétonner la rééducation après première rupture, c'est vraiment extrêmement important, ouais. C'est hyper important. Et le suivi, les réévaluer. Peut-être on ne fait pas de rééducation, en fait, on ne connaît pas le patient, il s'entretient lui-même, on fait un test de force musculaire, il va très très bien, l'entraînement va très très bien, les compètes se passent très très bien. Mais voilà, peut-être on peut dire, OK, et quelqu'un qui a… Voilà. Mais il faut évaluer. On peut l'évaluer assez simplement. Un saut monopodal en cabinet, ça nous fait un peu la force musculaire, la proprio. Un score fonctionnel avec 10 questions, on évalue. S'il a 98%, il a 98%. Il fait des entraînements, des compètes, il se plaint de rien, il n'a pas d'un… Voilà. Les critères chirurgicaux, ça va être ça. Ou alors les critères chirurgicaux, ça va être l'instabilité, la sensation que le genou ne tient pas. Ça, c'est un critère de chirurgie sous peine de rupture. Ouais. Voilà. D'autres questions en visioconférence? Ouais, en fait, Pierre. Voilà, donc je relance les entorses de cheville, la prise en charge médico-rééducative. Du coup, les ligaments, on a vu pour la même chose que c'était un élément du système de proprioception. La principale lésion dans l'entorse de cheville, la plus fréquente dans 85% des cas, c'est l'entorse du ligament collatéral latéral qui comprend 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, talofibulaire antérieur, moyen, calcanéofibulaire et postérieur, talofibulaire postérieur, avec des entorses bénignes qui vont être juste un étirement, modéré ou grave, qui sont définis par une rupture d'un des faisceaux. En général, c'est d'abord le faisceau antérieur qui est atteint, puis moyen, puis postérieur. Voilà, 6 000 par jour en France. Souvent, c'est un traumatisme en inversion. Ça peut atteindre du coup les nerfs sensitifs, aussi les tendons fibulaires. Les principaux facteurs de risque, c'est les antécédents de l'entorse, encore une fois. C'est pour ça que c'est eux qu'il va falloir surveiller le plus possible et en gros faire de la proprio à fond pour éviter la récidive parce qu'encore une fois, ça va être le meilleur moyen de prévenir la
la récidive et l'instabilité. Encore une fois, l'absence de travail proprioceptif au long cours. Les échauffements, ça marche. Et la limitation de flexion dorsale aussi, c'est un critère simple qu'il va falloir combattre dans les entorses de cheville. Le mécanisme principal, c'est flexion et inversion. Au début, on a des signes cliniques avec douleur, gonflement, hématome. En aigu, des fois, c'est compliqué. Du coup, on fait l'examen un peu à distance et on peut faire les manœuvres de tiroir antérieur ou de laxité en varus forcé pour voir ce qu'on appelle du coup la laxité, qui n'est pas synonyme, bien sûr, d'instabilité, qu'on verra plus tard. Sur le terrain, on appelait les protocoles RICE. Après, on a dit POLICE. Donc, c'est quoi P? C'est protection. On évite sur le terrain que ça s'aggrave. Si on est en train de descendre en VTT, du coup, on se met sur le côté pour pas que les autres VTT nous foncent dessus. Optimal loading, du coup, c'est pas repos, c'est repos relatif. En gros, on prend l'appui quand ça fait plus mal et puis après, on marche quand ça fait plus mal, etc. Ça dépend de la gravité. La glace, c'est antalgique à court terme. Bof, anti-œdémateux, bon là ça peut se discuter. La contention, ça peut éviter un peu le gonflement. L'élévation aussi, mais ça va dépendre de la gravité. Et bon, ça se discute. Les AINH, j'en discuterai. Pour moi, c'est pas du tout indispensable. Sur les signes cliniques, quand on n'a pas d'échographie, on aimerait bien savoir si c'est une entorse grave ou si c'est pas une entorse grave. Donc, il y a une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années où ils avaient fait un examen clinique et ils ont fait une échographie. Ils ont pris des sportifs. Du coup, ils ont étudié tous les critères cliniques, craquement, ecchymose, boiterie, palpation. Ils les ont regroupés, mais ils se sont rendus compte que les meilleurs signes pour une rupture du LTFA, c'était craquement, douleur et impotence. Mais du coup, si en gros, ils étaient les 3 positifs, et du coup, on avait 80% d'entorse grave, mais quand même 20% d'entorse bénigne. Inversement, s'ils étaient tous négatifs, on avait 80% d'entorse bénigne, mais 20% d'entorse grave. Donc, même si on prend les meilleurs des signes et qu'on les associe, ils ne sont pas très bons. Et si on n'a qu'un ou 2 des 3 signes, du coup, ils ne sont pas bons du tout. Tout ça pour dire que la clinique, ce n'est pas génial pour voir la gravité de la lésion. Quand on fait une revue de la littérature, il y en a qui disaient que le tiroir astragalien plus un hématome pouvait être intéressant, mais le tiroir astragalien en aigu, c'est un peu compliqué, il faut savoir bien le faire aussi. L'échographie, elle, est très sensible et très spécifique. Du coup, on va vraiment voir le ligament et plutôt entre J2 et J5, parce qu'au début, c'est inflammatoire, on ne voit pas grand-chose, on voit moins bien. Et ça va permettre d'établir alors pas mal de choses. Je regarde du coup la lésion ligamentaire, mais on va voir également les lésions associées, les tendons, les autres ligaments, notamment le tibiofibulaire antéro-inférieur. Et puis on pourra regarder les autres atteintes ligamentaires de Chopard, de Lisfranc, les autres tendons si on a un doute, et faire un peu l'état lésionnel. Tout ça pour dire que l'échographie, pour voir la lésion, est intéressante. Donc, la prise en charge est la suivante. En urgence, on fait les critères d'Ottawa. Donc, si on a un patient de plus de 50 ans qui ne peut pas faire 4 pas, si on a des douleurs à la palpation distale de la fibula, du tibia, du naviculaire, du cuboïde, on fait la radio. S'il y a une fracture, on prend en charge la fracture. S'il n'y a pas de fracture, on peut plus ou moins faire un examen clinique. On peut plus ou moins faire un examen échographique dans les jours suivants qui va se discuter. Alors, on fait en tout cas l'examen clinique de suivi quelques jours plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait un examen clinique? Donc, on peut reprendre l'examen du ligament collatéral latéral. Il ne faut surtout pas oublier la syndesmose tibiofibulaire. Ça peut être jusqu'à 30% des atteintes dans les entorses de cheville. On le teste en hyperflexion dorsale ou alors en hyperflexion dorsale rotation externe ou alors avec le squeeze test, mais bon, qui est plutôt pour des atteintes importantes. On va regarder le ligament collatéral médial.
qui sont plutôt rares. On va examiner Chopard avec la manœuvre, les manœuvres sur les schémas du dessous là. Hélice franc, voilà, on va tester Chopard là et hélice franc ici. On aura fait le tour des autres ligaments. Et du coup, voilà le problème. L'examen clinique n'est pas très bon. L'échographie est très bonne pour décrire les lésions, mais on ne va pas pouvoir en tout le monde. Donc, quand est-ce qu'on fait l'échographie? Du coup, ça se discute. Si on a un doute sur une lésion surajoutée, c'est sûr que si on a un doute sur le LTFAI, du coup, ça va être l'échographie qui va nous apporter de bons renseignements. Ça va dépendre peut-être du sport et de la reprise sportive, ou si l'évolution est défavorable. Donc, on classifie les entorses et en fonction de l'atteinte, il y aura une reprise qui sera, plus la gravité est importante, plus la reprise sera longue ou retardée. En gros, voilà, c'est de l'ordre de plusieurs semaines. Au début, on peut immobiliser, donc avec une orthèse. Alors, si on atteint du ligament collatéral latéral, on va immobiliser dans le plan frontal. Il n'y a pas trop de différence. Enfin bon, d'un point de vue biomécanique, c'est sûr que l'attelle, le plâtre, immobilise plus que l'attelle, qui immobilise plus que le strap ou le tape. Ok, ça, voilà. Et ce qui se passe quand on fait une revue de la littérature, on a trouvé que ça. Dans les entorses sévères, l'immobilisation, ça a une reprise plus précoce que le strapping. L'intérêt de la botte de marche par rapport au plâtre, c'est qu'on peut l'enlever et du coup, on va pouvoir diminuer le déconditionnement. Du coup, on en est là. Entorse sévère, c'est au moins 10 jours d'immobilisation, mais c'est tout. Voilà. Les orthèses à lacets, ça peut être assez efficace. Voilà. Donc, on n'a pas grand-chose dans la littérature sur les moyens de contention. En rééducation, c'est des choses assez classiques. Au début, on diminue la douleur, on diminue l'œdème, on maintient les amplitudes, on maintient la trophicité, la fonction optimale. Après, on continue le renforcement musculaire. On essaie d'avoir des activités de la vie quotidienne sans douleur ni instabilité. Et en réathlétisation, on intensifie le renforcement musculaire, cardiovasculaire et neuromusculaire. On fait un suivi. Alors, par exemple, simple, du gonflement en faisant le tour de la cheville, en le mesurant. On regarde les amplitudes. On regarde la flexion dorsale de la cheville qu'on va suivre, par exemple, avec ce test. On peut faire aussi les sauts monopodaux en hauteur, en longueur. Et au niveau proprioceptif, le Star Exertion Balance Test, c'est bien connu. D'abord, il avait été fait avec 8 branches. Et puis, en fait, avec 3 branches, c'est aussi reproductible. On se met sur le côté sain et on va le plus loin possible avec le pied. Après, on se met du côté blessé, on va le plus loin possible et on compare la différence. On peut le sensibiliser en se mettant sur la pointe de pied. Puis après, en bandant les yeux, par exemple. Et on va faire du travail neuromusculaire. Le travail neuromusculaire, il doit commencer dès le début. Il s'applique aux 3 phases de la rééducation, réathlétisation, puis reconditionnement et sport. Et en fait, il se fait jusqu'à la reprise sportive. Et après, on conseille de poursuivre des exercices de routine pluri-hebdomadaires pour éviter le risque de récidive. Et il n'y a pas d'élément magique, il y a un peu tout. Justement, il va falloir varier pour motiver les gens. On va de l'analytique vers le global. D'abord, on va sur la cheville et après, on fait un geste un peu plus global. De la décharge vers la charge, au pire, au début, en balnéo, un peu, voilà. Après, de l'exécution lente vers l'exécution rapide. D'un mouvement programmé vers un mouvement aléatoire. On se rapproche du geste sportif. Après, on supprime. Et puis après, on peut perturber aussi les autres afférences. Donc, d'abord, verbal. D'abord, on prévient. Après, on dit rien. Et puis même après, en fait… on donne un ordre pour se concentrer sur autre chose que sa cheville pour que ça devienne réflexe. Pareil au niveau des yeux. D'abord, on fait les yeux ouverts, après les yeux fermés. Après, on peut faire des perturbations visuelles. Sur le sol, d'abord, on peut faire des sols qui sollicitent en fait
capteurs proprioceptifs. Après, on peut les perturber. L'équilibre, c'est pareil. Au début, des plans stables, après instables. Et après, en simple tâche, puis en double tâche. C'est-à-dire qu'on fait penser à autre chose ou on fait faire autre chose pendant qu'on fait des exercices de cheville. Les tests fonctionnels, je les ai un peu décrits. C'est pareil. On peut réutiliser la course à pied. Alors, est-ce que la kiné, ça marche? Juste après l'entorse de cheville, il y a un article intéressant qui, juste après les urgences, avait étudié du coup une centaine de patients à qui on avait demandé de faire de la kiné. On avait prescrit ça. On avait prescrit 4 séances, 2 fois par semaine pendant 2 semaines, avec d'abord drainage, massage circulatoire, physiothérapie antalgique et anti-inflammatoire, remise en place de l'attelle. Et ensuite, 12 séances, 2-3 fois par semaine, mobilisation, gain d'amplitude, travail musculaire des stabilisateurs en décharge puis en charge, travail proprioceptif, et puis sevrage de l'attelle au niveau individualisé. Du coup, les kinés ont bien fait ce qui avait marqué sur l'ordonnance, dans 90% des cas. On a vu qu'ils ont un énorme pourcentage à rajouter des manipulations, ce qu'on voit habituellement, même si ce n'est pas marqué. Il y a peu de preuves d'efficacité, c'est très discuté, mais c'est toujours fait. Bon, en tout cas, ça se faisait. En général, l'adhérence des kinés est plutôt bonne sur ce qui se fait dans plus de 70% des cas dans la littérature. Et alors, ils ont fait un premier suivi entre le risque de récidive ou la guérison complète. Et en fait, il n'y avait pas de lien entre le fait d'avoir fait la rééducation, le port de l'orthèse et la récidive ou la guérison. Donc, en gros, l'orthèse, les séances de kiné n'avaient rien changé à la guérison et au risque de récidive. Quand on fait une revue de la littérature, la seule chose qu'on retrouve, c'est que la rééducation à court terme, c'est une reprise plus précoce chez les sportifs et les militaires. Donc, peut-être qu'être accompagné à faire tout ce qu'on vient de décrire en kiné au début, ça change ça. Mais globalement, cliniquement, ça ne ressort pas énormément. On ne peut pas dire que si tu ne fais pas ta kiné, dans 3 mois, ça ira pas bien ou tu vas plus récidiver. Ça se discute. Et quand on fait des exercices du coup DJ1 versus immobilisation une semaine dans les entorses bénignes ou moyennes, on reprend plus tard. Donc, il vaut mieux faire très précocement dans les entorses bénignes et moyennes. Mais c'est de l'exercice. Alors ça peut être exercice et kiné, ce n'est pas obligatoirement synonyme. Alors, est-ce qu'il faut faire une rééducation plus personnalisée en fonction de la gravité, en fonction du profil du patient, etc. En tout cas, de la rééducation standardisée à court terme, c'est extrêmement discutable. Voilà. Bon, voilà. Les principaux, quand on fait une revue de la littérature, les principaux résultats, on n'a pas grand-chose sur la rééducation. Les exercices à J1 dans les entorses bénignes modérées, on en a parlé. L'immobilisation, c'est que 10 jours dans les entorses graves. Voilà. Alors, est-ce pour autant qu'il faut abandonner les exercices de rééducation? Non. Bien sûr que non, puisqu'en fait, la rééducation proprioceptive a bien montré son efficacité. C'est d'ailleurs le principal moyen thérapeutique qu'on a à disposition dans les entorses de cheville. La rééducation proprioceptive, par exemple en autorééducation à domicile, diminue l'incidence d'une nouvelle entorse. On a vu que le premier facteur de risque, c'était l'antécédent d'entorse. Donc, ça marche. Ça diminue aussi le coût de la prise en charge des récidives. Donc, la rééducation neuromusculaire, si on fait une revue de la littérature, ça marche très, très bien. Et ça permet donc de prévenir les récidives. Mais du coup, c'est une rééducation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Globalement, on a à peu près une diminution de 50% des entorses de cheville au bout d'1 an, de 80% au bout de 2 ans. Et d'ailleurs, je reprends alors cette étude qui a été faite sur des joueurs de la NBA que vous pouvez regarder. Ils ont fait une étude prospective sur 6 ans, non comparative, parce qu'ils n'ont pas pris… ils ont pu comparer, peut-être si vous voulez, par rapport à avant ou par rapport aux autres équipes. Et ils ont retrouvé face à ça. Ils ont fait pendant 2 ans, en fait, de la rééducation, déjà qui est pas mal en mode NBA, des exercices classiques de proprio. Après, pendant 2 ans, ils ont fait un entraînement proprioceptif dit quantifiable et interactif grâce à des outils électroniques et de proprioception. Je vous les montre un peu, c'est des trucs comme ça. Et après, ils ont carrément augmenté l'intensité et le volume
avec une diminution de la durée. Et du coup, il se retrouve avec une diminution des entorses de cheville, des entorses de genoux et des lombalgies par rapport à avant, de l'ordre, vous voyez, d'à peu près 80%. Et du coup, ils étaient vachement contents dans l'équipe de NBA parce que globalement, ils avaient au moins 80%, ça nous fait enfin bien moins, 4 fois moins. Là, je calcule vite, je ne vais pas y arriver. De joueurs en touche, en fait. Et du coup, ça marche. Donc, si je viens de dire que la rééducation, ou en tout cas les séances de kiné à très court terme étaient discutables en post-urgence, la rééducation à long terme est absolument indiscutable. Donc, j'en viens là. Si je devais faire une ordonnance d'entorse de cheville, je ferais plutôt quelque chose comme ça. Des conseils au début de contention, d'immobilisation, parce que peut-être le sportif, il peut faire lui-même aussi une adaptation des charges, mais du bon sens, ça peut marcher. Restauration des amplitudes, oui. Travail de renforcement et de proprioception, on augmente les contraintes. Et du coup, la rééducation doit être apprise pour être faite en autonomie, parce qu'on ne va pas s'en sortir à faire des milliards d'allers-retours chez le kiné à la réunion. Voilà. Bon, après, ça se discute en fonction du sport et voilà. Et après, peut-être on peut le suivre jusqu'à la guérison. Donc, le kiné, il le suit. Comme ça, il va faire jusqu'à la récupération des amplitudes, de la force musculaire, aucun paramètre clinique péjoratif, plus de gonflement, plus de douleur, la reprise des entraînements, la reprise des compétitions. Mais après, il va falloir, on l'a vu, ce suivi initial est extrêmement discutable. Ce qui est important, c'est au long terme. Et du coup, si la Sécu devait rembourser quelque chose, à mon avis, ce qui devrait rembourser les séances de rappel. Donc, pourquoi ne pas faire à 3 semaines ou à 1 mois ou à 2 mois ou à 3 mois et au long terme, encore tous les 3 mois pendant 1 an, 2 ans, etc. Et là, on va avoir une très, très bonne efficacité. Et c'est ça qui est efficace. Voilà, et bien, même topo. Alors, pour la reprise du sport, très récemment, 2021, c'est pour ça que c'est pas très très bien traduit et c'est pas en français. Pour la reprise du sport, il y a eu un consensus d'experts qui a été publié dans le British Journal of Sport Medicine pour la reprise sportive. Bon, ils ont fait l'acronyme PASS. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de douleur pour la reprise du sport après l'entorse de cheville. Pas de douleur pendant le sport et dans les 24 heures qui suivent le sport. Il ne faut pas de déficit des amplitudes articulaires et pas de déficit de force musculaire. Il faut pas d'instabilité. Il faut un bon contrôle neuromoteur et il faut des bonnes performances sportives. Et du coup, quand on a ça, on peut reprendre le sport. Donc, on reprend le sport. Malheureusement, après, il peut y avoir soit des récidives, hop, on revient au début, soit ce qu'on appelle une instabilité. C'est quoi une instabilité en fait? Donc, ce n'est pas une laxité. La laxité, c'est en fait un test clinique et du coup, les deux os sont des amplitudes trop importantes. L'instabilité, c'est un phénomène, en gros, c'est on a l'impression que la cheville ne va pas bien, qu'elle va lâcher, etc. Il y a des critères établis, donc c'est au moins un antécédent d'entorse de cheville avec des symptômes inflammatoires qui a engendré au moins un jour d'interruption de l'activité physique. La première entorse doit avoir lieu il y a au moins 1 an et la dernière, il y a au moins 3 mois. Voilà, ce n'est pas une entorse aiguë, quoi. C'est un truc chronique. Il faut une instabilité avec un questionnaire validé et il faut une altération fonctionnelle. Et du coup, quand on a ça, on a une instabilité. Donc, des antécédents d'entorse et puis une impression d'instabilité avec une instabilité. Voilà. C'est multifactoriel. L'environnement, les facteurs personnels jouent, bien sûr. Les facteurs environnementaux jouent. Et du coup, au niveau de la cheville, d'abord, on a l'entorse de cheville. Et on aura des phénomènes imbriqués avec des problèmes neuromusculaires, des problématiques tissulaires. Et du coup, à la fin, on va avoir une instabilité ou pas. C'est quoi l'examen clinique d'une instabilité? Donc, l'instabilité, c'est une entité clinique différente de l'entorse.
Donc, on fait un interrogatoire, on regarde les épisodes d'entorse, les récidives, les prises en charge qui ont été faites, est-ce qu'il y a une sensation d'instabilité? L'examen clinique, du coup, on regarde s'il y a un varus de l'arrière-pied, qui est un facteur de risque. On fait un testing ligamentaire de la cheville, là, pour le coup, on regarde les laxités. On fait un bilan musculaire, on teste les éverseurs, et un bilan proprioceptif et un bilan podologique. On fait un bilan, du coup, des déficits fonctionnels, les éverseurs, l'atteinte neuromusculaire, le contrôle postural, la flexion dorsale qui est très importante, la proprio. Du coup, la flexion dorsale, on l'a vu avec ce test-là, par exemple. La proprioception, par exemple, on l'avait vu avec le Y Balance Test. Les fibulaires, sur isocinétisme, ce serait bien. Et le contrôle neuromusculaire avec des tests plus ou moins validés. Comment est-ce qu'on va traiter? Du coup, on lutte contre la brièveté du tendon d'Achille. En gros, on étire. On fait de la proprioception neuromusculaire. Et on fait des phénomènes dits d'anticipation parce qu'en gros, on sait quand on se fait une entorse, l'entorse arrive plus vite que la possibilité de le connaître, si je puis dire. Enfin, en tout cas, on se blesse plus vite que la vitesse nerveuse qui permet de rendre l'information perceptible au niveau cérébral. Du coup, en fait, il faut anticiper, c'est-à-dire que du coup, on va répéter le geste pour prévenir en fait le mécanisme d'inversion. Donc, on renforce en excentrique, mais aussi on fait beaucoup de gestes pour que ça devienne réflexe. Voilà. Et à la fin, quand on n'y arrive pas malgré la rééducation, et c'est bien dommage, et là encore, il va falloir bétonner la rééducation parce qu'en général, c'est que c'est pas bien fait, on peut opérer. Bon, il y a plus de 80 techniques qui existent. Hein. Je décris peut-être les plus connues. Maintenant qu'on va peut-être qualifier de plus anciennes ou moins récentes, la technique de Castin, où on prend le court fibulaire. L'hémicastin, c'est qu'on prend que la moitié. Et du coup, on fait un trou dans la fibula, puis un nœud. Ça va permettre d'empêcher les mécanismes d'inversion de cheville. On peut prendre aussi le périoste de la fibula, du coup, qu'on va replier et puis qu'on va suturer, encore une fois, pour bloquer les amplitudes articulaires. Plus récemment, et Jordanovic nous avait fait un beau topo dessus, qui est chirurgien ici au CHU, nous a montré, par exemple, des chirurgies avec ce type de matériel. Voilà. Et ben voilà pour l'entorse de cheville. Alors, faut-il mettre des anti-inflammatoires? J'avais fait tout un topo pour essayer de voir est-ce qu'il faut ou pas mettre des anti-inflammatoires, notamment parce que j'avais rédigé une thèse en médecine sur le grand raid où on voyait que 15-20% des gens prenaient des anti-inflammatoires en compétition. Donc clairement, l'automédication n'est pas bonne. C'est pas bon pour les os, pour les tendons, pour les muscles, pour les viscères, pour le système cardiovasculaire et pour les performances. Mais pour les ligaments, à la limite, ce serait le truc qui serait discutable. Donc pas pour les os, pas pour les tendons, pas pour les muscles, pas pour tout le reste. Donc c'est pas bon pour le rein. C'est pas bon pour la perméabilité intestinale, le cortisol. C'est pro-inflammatoire, en fait, ça augmente l'inflammation. C'est pareil, ça augmente l'hyperperméabilité intestinale, hein, ça a été bien montré. Alors, ça favorise l'hyponatrémie aussi. L'hyponatrémie, c'est pareil, il ne faut pas résumer ça. On boit trop d'eau, donc on a une hyponatrémie. Il y a des facteurs complexes, cardiovasculaires, hormonaux, et les facteurs de risque, des fois, sont des charges d'entraînement, sont des facteurs climatiques, des facteurs d'intensité d'effort. Le sexe intervient, la masse grasse intervient, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe que… Voilà. Et les anti-inflammatoires peuvent favoriser ça. Ça empêche la cicatrisation tendineuse et ça diminue les performances. Ça ne nous empêche pas de voir plein de pubs qui sont fausses, qui sont de la publicité mensongère et néfaste pour la santé des patients, où on voit des pubs, où on voit des gens courir, faire du vélo. Ils disent que mal au dos,
Ils disent pas que c'est efficace contre le machin, mais presque. Ils disent mal au dos, bam, anti-inflammatoire. Mal au muscle, bam, anti-inflammatoire. Alors qu'en fait, ça ne marche pas pour le mal de dos, ça ne marche pas pour les mal de muscle, et en plus, c'est néfaste pour la cicatrisation musculaire. C'est vraiment pas bon pour le sport. Donc, ce sont vraiment des publicités néfastes qui nuisent à la santé du patient. Les anti-inflammatoires sont néfastes, je répète. C'est terrible. Mais bon, avant, on faisait bien de la pub pour le tabac. Du coup, on est un peu dans ce genre de choses. Mais alors, vraiment, pour l'entorse de cheville, est-ce que ça peut quand même pas être bénéfique? Alors, on voit qu'il y a quand même une phase inflammatoire initialement. Et d'ailleurs, ceux qui vont être pro-anti-inflammatoires, si je puis dire, vont dire qu'il y a trop d'inflammation au début, il faut la diminuer. Et du coup, en effet, l'inflammation, c'est des anti-COX. Il y a des anti-COX 1 qui agissent sur tout. Les anti-COX 2 n'agiraient pas sur les autres organes. Et du coup, il y a des éléments discutables sur la force des ligaments. Il y en a qui montrent que ça peut améliorer ou diminuer, ou qu'il n'y a pas de différence de résistance à la rupture ligamentaire sur des modèles animaux. Donc en fait, on ne sait pas. Sur cette étude, ça retarde mais détériore pas vraiment la cicatrisation. Donc en gros, il n'y a pas d'énormes choses qui vont nous dire ah ouais, du coup, quand on met des INS, clairement, on détruit la structure ligamentaire. C'est discutable. Des fois, ça va dans un sens, des fois dans l'autre. Ça, ce sont des souris à qui, en fait, on a fait une rupture du ligament. Alors, c'est ça, ligament collatéral, latéral, ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Mais les rats aussi, en fait, ont la même structure anatomique. Je revérifiais. Et du coup, ils ont mis sur des plateformes de force. Quand on les met sous morphine, sous morphine, ceux qui ont des lésions appuient plus. Et quand on les met sous INS, c'est pareil, ils appuient plus. On a déduit que ça diminue la douleur quand même. Ils ont moins mal sous INS, ils appuient plus. Clairement, quand on regarde INS versus placebo, il n'y a pas de grosse chose qui ressort chez l'homme. Pas de grosse différence de douleur. Pas de grosse différence d'œdème ni de capacité fonctionnelle sur une vieille revue de la littérature qui date de 80, avant 2000. On en était à peu près là, ça ne changeait pas grand-chose. Après, ils ont fait des études comparatives. Sur une étude, 97, c'est plutôt jeune. Là, ils ont pris 360 militaires et du coup, ils ont fait INS versus pas d'INS. Et du coup, qu'est-ce qu'on a vu ? Les deux, ils pouvaient plus ou moins prendre du paracétamol. Ah oui, alors c'est ça. Dans le groupe INS, voilà, ça c'est le gonflement dans le groupe INS. Ils ont plus de gonflement du coup dans le groupe INS. Et au long terme, ils ont aussi plus de laxité. Je parle le volume, ouais. Par contre, ils ont vraiment moins de douleur aussi et une reprise du sport plus précoce dans le groupe INS. Sur le risque de récidive, on n'a pas grand-chose. On ne peut pas dire que les INS augmentent le risque de récidive. Même si certains auteurs disent et citent des articles qui disent qu'à 6 mois, il y a un taux de récidive accru et une laxité antérieure. Mais ils citent un article que je suis allé rechercher
et qui ne montrent pas cette laxité antérieure et ce taux de récidive accru. Pour montrer quand même qu'il y a certains articles qui sont publiés qui sont franchement discutables. Après, il y a d'autres études qui ont été faites qui ne montraient pas de différence INS versus paracétamol sur 260 entorses. C'était une étude multicentrique avec un suivi quelques jours après. Ça ne changeait pas grand-chose. Et enfin, une dernière étude qui montrait, du coup, là encore, sur cette étude en 2011, 90 entorses cliniques, INS versus paracétamol, il y avait plus de gonflement qui était mesuré, c'est ça, soit avec un mètre comme ça, soit avec une volumétrie, plus de gonflement dans le groupe INS. Donc, en gros, les anti-inflammatoires augmentaient le gonflement. Pourquoi les INS augmenteraient le gonflement? Peut-être, alors là, il parle d'hypertension, de réduction de l'agrégation plaquettaire. Voilà. Enfin, c'est quand même discutable. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Bon, alors là, oui, c'est parce que sur les INS topiques, je n'ai pas trop d'avis. Je ne vais pas insister. Après, il y a des méta-analyses qui ont montré, qui ont dit, en fait, en citant les articles précédents, que les INS diminuaient le gonflement jusqu'à 2 semaines. Mais du coup, ils citent les articles que je viens de vous montrer, qui en fait montrent que les INS augmentent le gonflement. C'est-à-dire qu'au globalement, ils se trompent. Ils se trompent. Là, dans cette méta-analyse, ils disent que... Oui, alors, est-ce que je l'ai... Ouais. Ils disent que ça augmente le gonflement. Et ils citent les articles qui montrent que ça augmente le gonflement. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire que les méta-analyses se sont trompées. Alors, vous reconnaissez Blaise Dubois, que je commence à bien connaître, qui parle de Peace and Love. Du coup, ça n'a rien de magique. Protection, élévation, éviter les anti-inflammatoires, compression, éducation. On remet en charge progressivement, on sourit. On favorise la vascularisation, on fait des exercices. Ouais, ça a été publié. Alors moi, je proposais, du coup, vu qu'il a fait Peace and Love, moi, je propose 8 on War, habilité, amplitude, temps, éducation. On met des watts, on arrête les activités douloureuses, on reprend l'appui. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Et là, ça me paraissait pas mal. C'était un peu polémique pour opposer les méta-analyses qui sont intéressantes, mais qui ont dit le contraire de la science et qui ont été publiées. Et on peut retrouver des avis comme ça, où c'est juste un chirurgien, on va dire, ouais, mais méta-analyse versus avis, franchement, je suis le premier à dire, il faut croire les méta-analyses et pas des avis. Mais bon, quand même, alors, c'est important de lire, c'est important de s'éduquer, mais faites un peu attention aux publications, multipliez les avis, restez honnête avec vous-même, faites gaffe aux conflits d'intérêts, restez scientifique. Voilà, par exemple, la INS et gonflement, c'est sûr qu'on allait dire des anti-inflammatoires, vu que ça s'appelle anti-inflammatoire, ça empêche le gonflement. Faut réfléchir. On prend un peu de recul avec tout ça et on décide, c'est pas plus on en fait, plus ça marche. Il y a plein d'automédications. Globalement, les INS sont néfastes à la cicatrisation osseuse et tendineuse. Ça, c'est pas discutable. Après une entorse de cheville, les INS diminuent la douleur autant que le paracétamol. Ça augmente le gonflement. Ça n'a pas d'effet secondaire sur les études faites chez des sujets sains. Bon. Les INS topiques, c'est pareil. Ça peut diminuer le gonflement. Mais en gros, toutes les études sont faites par les labos. Donc, je ne sais pas quoi en conclure. Et puis, du coup, globalement, la surprescription, la surmédication, etc. Est-ce qu'il faut, si ça réduit la douleur, faut-il réduire la douleur? On risque d'augmenter l'appui. On risque d'interférer avec les processus cicatriciels. On risque d'augmenter le risque d'effets secondaires, qui certes est faible sur les études, mais on n'en sait rien. Et puis du coup, on favorise le système de production-consommation. Donc clairement, je serais pour pas d'anti-inflammatoire dans les entorses de cheville. Voilà mon argumentation. Y a-t-il des questions, des remarques, des idées,
des choses particulières, des points à éclaircir.